Alors, l'actualité, bon bah globalement, les cours des crypto-monnaies, c'est pas fou. Vous le savez très bien, on est revenu du coup entre cette résistance et ce support. Au-delà de 43 000 durablement, ce serait une bonne nouvelle. En dessous de 40 000 $, c'est plutôt mauvais. Il y en a même beaucoup qui disent qu'on risque d'aller taper le support des 35 000 $. À guetter, car si on brise durablement les 35 000 $, il y a de grandes chances que l'on plonge encore plus bas. Pour l'instant, c'est toujours indécis, on sait toujours pas trop où se positionner depuis le début de l'année, même si on y a cru. Il y a un peu plus d'un mois, on est remonté au-dessus des 45 000 $. Mais encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, impossible de vous le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'on est toujours dans cette range et qu'on attend du coup de voir une tendance se dessiner. Pour l'instant, on est obligé de rester en attente et de guetter ce marché pour voir quelle sera la grosse tendance du marché, quoi. C'est même plus une question de bull ou de bear market. En réalité, plus le marché commence à avoir de gros volumes, plus il y a d'institutionnels, plus c'est régulé, moins on va avoir de oh là là, le marché monte d'un coup, oh là là, le marché baisse d'un coup. Alors déjà, première chose, le Nasdaq signe également son pire mois depuis octobre 2008. Amazon qui perd 14%. Ça veut tout et rien dire, hein, parce que je ne suis pas un analyste technique, donc je ne vais pas lier la bourse traditionnelle au monde de la crypto, mais on est clairement dans une période où, entre l'inflation, entre les marchés boursiers qui peuvent, comme vous le voyez là, un pire mois depuis 2008, crise des subprimes, naturellement, je pense qu'on va avoir une phase d'instabilité financière. Il va y avoir des effets d'accélération dans la finance traditionnelle. Et à ce moment-là, ça peut non seulement faire peur aux crypto-monnaies et leur faire perdre de la valeur. C'était arrivé au début de la crise Covid, hein, je le rappelle. Hein. Si je vous dis pas de bêtises, mars 2020. Regardez, c'est le plus bas qu'il y a eu. Et pourtant, là, il y a des gens qui disaient oui, s'il y a une crise ou une pandémie, Bitcoin va prendre de la valeur. Et là, beaucoup de gens ont été surpris, hein, moi-même, parce que ça a fait de la panique, de la peur. Et en réalité, les marchés traditionnels avaient besoin de liquidité. Et donc il y a plein de gens qui, pour pouvoir tenir la position qu'ils avaient actuellement dans la finance traditionnelle, ils ont dû venir chercher de la liquidité. Donc même si Bitcoin n'était pas en danger, plein de gens ont vendu, et donc naturellement Bitcoin a perdu de la valeur. Même si peu de temps après, la musique, vous la connaissez, et on n'est pas prêt de retomber sur ces 5 000 $. Donc plein de gens disent oui, qu'est-ce qui se passe si la finance traditionnelle part en vrille? Bitcoin a été créé pour des abus de la finance traditionnelle, donc il est possible que ça le valorise. Mais je rappelle que la panique, la vraie panique, peut créer des mouvements baissiers. Donc c'est très délicat et j'ai pas de réponse, hein, je ne suis pas capable de vous dire. Tout ce que je sais, c'est que l'actualité du monde traditionnel risque d'affecter dans un sens ou dans l'autre le monde des crypto-monnaies et le prix du Bitcoin et donc de l'ensemble du marché. Les amis, on avance. Alors, contrat de dépôt. Qu'est-ce qu'il faut comprendre et savoir? Actuellement, Ethereum 2.0 contient désormais 10% des Ethers en circulation. Vous le savez, quand on veut prendre ces Ethers et les passer sur le nouveau réseau, Ether 2.0, on va les bloquer. Et ça va naturellement les bloquer et donc diminuer techniquement la supply en circulation. Là, on a passé un cap, puisque depuis le lancement des premiers travaux sur Ether 2.0, la Beacon Chain, il y a plus de 10% de tous les Ethers bloqués. On va avoir le nombre exact, voilà, vous l'avez ici, 34 milliards de dollars d'Ether. C'est assez fou, c'est-à-dire 12 millions de jetons qui sont bloqués. La particularité, c'est qu'on ne pourra pas les récupérer jusqu'à ce qu'il y ait Ether 2.0. Ça devait être en juin, ils ont décalé de 3 mois, donc on s'attend à l'avoir en quoi? Septembre, octobre? Pour l'instant, il y a 10% de tous les Ethers au monde qui sont complètement verrouillés. Alors, ce qu'on pourra guetter, c'est peut-être que quand Ether 2.0 va arriver, certes, il va y avoir une valorisation, parce qu'on l'attendait depuis toujours, si ça marche bien, ça va être un game changer, mais n'oubliez pas aussi que 10% des Ethers, et peut-être 15% d'ici là, qui étaient bloqués jusqu'à présent, se retrouveront débloqués. Et plein de gens l'ont bloqué à l'époque où le réseau est sorti, et à l'époque où l'Ether était beaucoup moins cher. Et les gens vont récupérer leurs Ethers et leurs récompenses, parce que quand ils ont staké, ils ont eu entre 4 à 5% d'intérêt. Faut penser à ça aussi. Bref, voilà, c'est intéressant de savoir que 10% des Ethers en circulation sont bloqués, et donc il y aura peut-être un truc à observer sur la baisse ou la prise de valeur d'Ether lors du lancement d'Ether 2.0. La République centrafricaine adopte le Bitcoin comme monnaie légale. Alors évidemment, hein, ça reste des pays où il y a peu de monde, où il y a moins de richesses que certains pays développés, ou comme dans l'Union européenne, mais c'est quand même le deuxième pays au monde qui valide le Bitcoin comme monnaie, et qui au passage fait de Bitcoin une monnaie légale aux côtés du franc CFA dans ce pays-là. Alors attention, il y a légaliser le Bitcoin et faire de Bitcoin une monnaie légale. Quand on dit faire de Bitcoin une monnaie légale, ça veut dire techniquement que tous les membres du pays, tous les commerçants, toutes les entités, toutes les entreprises de ce pays n'ont pas le droit de refuser le Bitcoin comme moyen de paiement. Et donc c'est assez intéressant, mais je ne connais pas suffisamment la Centrafrique pour le coup, pour vous dire, je suis curieux du coup d'avoir un peu plus de data dessus. Autant bien vous
voir où c'est, mais du coup voilà, on est sur un deuxième pays qui... ouais bah alors, je sais... Quelque chose me dit que je sais pourquoi ils ont choisi Centrafrique comme nom. 4,5 millions d'habitants en 2020, hein. C'est un peu moins que le Salvador, donc ça fait quand même 10 millions de personnes sur la planète qui ont le Bitcoin en monnaie légale, c'est assez intéressant. Edward Snowden a annoncé avoir été sur le token Zcash lors de sa création, la cérémonie du Genesis Block. Le Genesis Block dans la blockchain, c'est le tout premier bloc. Et en l'occurrence, le Genesis Block de la blockchain Zcash était visiblement aux côtés, enfin il y avait Edward Snowden aux côtés de ça, quoi. C'est une histoire de fou, quoi. C'est assez dingue. Alors la particularité de Zcash, tout ce que je peux vous dire, c'est que le Zcash a une fonction anonymisable. Mais contrairement à Monero où toutes les transactions sont de base anonymisées, sur Zcash, vous pouvez l'activer ou non. C'est vraiment l'utilisateur qui va choisir de valider le côté anonyme de la transaction. On a également la difficulté du réseau Bitcoin qui tape un record absolu. Je le rappelle, la difficulté, c'est le nombre de puissances de calcul disponibles sur le réseau. Plus la difficulté de Bitcoin monte, plus un mineur avec une puissance donnée, un mineur qui gagnait, je sais pas moi, avec 1 de puissance, il gagnait 0,01 Bitcoin tous les X temps. Maintenant, il va gagner moins, comme 0,009 ou 0,08. C'est le seul truc qu'il faut comprendre, et ça signifie qu'il y a plus de mineurs sur le réseau et qu'il y a plus de puissance de calcul. Et indirectement que le réseau est encore plus dur à abuser, quoi, à corrompre. Sachant que ici, la Chine interdit les mineurs. Pouf, les mineurs se relocalisent, paf, et on a encore brisé, encore une fois, le top. On est bientôt à 30 et c'est le record absolu du réseau, comme quoi c'est toujours très rentable de miner aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes. Le petit point, c'est que j'ai sorti la vidéo sur la fiscalité. Comme chaque année, on reprend les principes de la fiscalité, comment ça fonctionne, et on interprète, on essaye du moins d'interpréter, hein, ceci n'est pas un conseil en fiscalité, avec Waltio, qui est une entreprise dans laquelle je suis associé, qui a été cofondée par Pierre, et Pierre, chaque année, intervient sur ma chaîne, il représente l'outil Waltio, et on présente l'interprétation de différentes façons de fiscaliser des flux, notamment, dans cette vidéo, on parle de fiscaliser les plus-values que vous avez fait sur vos NFT, payer votre impôt sur les tokens que vous avez gagnés en Play to Earn, mais également quand on utilise des fonctions convert sur des exchanges et sur des plateformes. Petit point aussi, dans cette nouvelle vidéo, on parle des nouveautés qu'il va y avoir l'année prochaine sur la déclaration fiscale, enfin l'année d'après, parce que ça concernera 2023 pour la déclaration 2024. Et il y a des bonnes nouvelles, les gars, surtout pour les plus petits portefeuilles, pour la qualification entre un trader pro et un trader particulier. Si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour m'aider à la référencer, hein. Vous pouvez vous abonner, hein, ça augmente le bonheur d'environ 15%, ça a été démontré par le ministère de l'Éducation, donc si vous voulez être un peu plus heureux dans la vie, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Évidemment, c'est une boutade.